Bonjour! Pour ce nouveau numéro de Dialogue littéraire, vacances et été oblige, nous voilà face à l'océan pour partir à la rencontre de 3 auteurs, laissant toute la place au voyage et à l'aventure dans leurs ouvrages. Nous nous entretiendrons ainsi avec l'écrivain Éric Orsena, puis avec le grand reporter Jean-Luc Coitalem. Mais commençons tout de suite par notre rencontre avec le poète Yvon Lemaine. Originaire du Trégor costarmoricain, Yvon Lemaine est l'auteur d'un bon nombre de récits comme Le Jardin des tempêtes et de recueils de poèmes. Mais l'écriture n'est pas sa seule passion. Il aime aussi découvrir et transmettre les écrits d'autrui. Il a ainsi choisi, dans le sillage de Jules Verne, de traverser les mers et de nous proposer un tour du monde en 80 poèmes. Yvon Lemaine, bonjour. Alors, vous êtes à Brest pour présenter votre nouveau livre qui s'appelle Le Tour du monde en 80 poèmes. Comment est né ce livre ? Le livre est né d'une chronique que j'ai tenue à Ouest-France pendant 3 ans, où je publiais chaque semaine un poème d'un pays, avec un petit commentaire pour permettre aux gens une proposition d'angle de vue de lecture, pour permettre aux gens de rentrer dans le poème, et une petite bio. Alors, les poèmes sont présentés par ordre alphabétique, non pas du titre du poème, mais du pays qui est représenté. Comment est-ce que le poème voyage, en fait, pour arriver jusqu'à chez vous ? C'est 30 ans de lecture, et j'ai une grande mémoire de ce que j'ai lu. Très, très grande. Les poèmes qui m'ont touché se sont déposés en moi, et quand je disais Finlande, par exemple, je savais, comme ça, en fermant les yeux, dans la bibliothèque qui n'est pourtant pas rangée, où le livre se trouvait. Donc il y a déjà ça. Ensuite, les amis, les poètes que j'aime, qui eux-mêmes connaissent des poèmes, et ainsi de suite. Donc ça fait des mondes et des mondes et des mondes qui se superposent, Donc j'ai jamais eu de problème pour trouver des poèmes. Simplement, il y avait surtout par rapport au journal, il y avait quand même des contraintes qui est que c'est un journal populaire, qu'il fallait un poème qui parle à tout le monde, tout en étant d'abord me parler à moi. Enfin, c'est assez intéressant de voir quels sont les poèmes comme ça qui traversent les obstacles, Ça doit être frustrant de choisir un seul poète ou un seul poème par pays. Pour la France, j'attendais Rimbaud, j'attendais Verlaine, j'attendais même aussi Xavier Graal, le Breton. Et c'est Claude Vigée que vous avez choisi. Pourquoi ? Non, parce que, alors pour Xavier, pour Guy-Vic, etc., j'ai souvent parlé d'eux dans mes livres, donc c'était déjà fait, si je puis dire. Quant aux grands poètes français, effectivement incontestables, Verlaine, Rimbaud, Hugo, Nerval, Musset, Villon, etc., il n'y a pas besoin de moi que tout le monde les connaît. Donc j'aurais rien apporté de plus. Et Claude, peu de gens le connaissent. En plus, Claude Vigée a une vie très particulière. Il est né juif en Alsace. Il s'est fait jeter par les nazis, il s'est retrouvé aux États-Unis. Il est devenu l'ami de Saint John Perse, qui lui-même s'était fait virer aussi après les accords de Munich. Ensuite, il est allé en Israël en 1960, puis revenu à Paris. À lui tout seul, c'était déjà la moitié du monde. Oui. Alors aujourd'hui, pour le site, pour Brest, pour la mer qui est derrière nous, quel poème vous auriez envie de choisir ? Tous les poèmes que j'ai choisis, quand même, je les choisis malgré tout. Mais aujourd'hui, je pense à un poète, pour faire écho à Claude Vigée, justement, un poète palestinien qui s'appelle Mahmoud Darwish, que j'écoute en ce moment dans ma voiture quand je voyage, dire des poèmes en arabe. C'est quelqu'un qui rameutait des 100 000 personnes dans les pays arabes. C'est incroyable. Et le poème de Mahmoud Darwish qui dit une phrase très simple, nous aussi, nous aimons la vie quand nous en avons les moyens. Et donc ce poème palestinien, c'est le seul pays dans le livre, la Palestine, qui n'en est pas un. Et donc je l'ai mis, tous les pays choisis sont des États-nations reconnus par l'ONU, etc. Et le seul pays qui n'est pas encore un pays, donc un État, c'est la Palestine. Et je l'ai mis exprès là, sans négocier, si je puis dire. Et donc ce poème, il parle de la beauté de la vie, mais quand nous en avons les moyens. Et Mahmoud Darwish était un homme de la Galilée, de Haïfa, où je suis allé d'ailleurs. Donc c'est un poème qui fait écho à l'amour d'un pays qu'on a quitté, qui est le pays de l'absence et qui est pas si loin, puisqu'il habitait à Ramallah, c'est pas très loin de... Son pays était là-bas, là-bas, ici, disons, puisque c'est un très petit pays. Poursuivons notre voyage en compagnie d'Éric Orsena. Parallèlement à ses diverses activités d'économiste, de conseiller à l'Élysée, de conseiller d'État ou encore d'académicien, Éric Orsena a toujours réservé un temps à l'écriture. On lui doit ainsi de nombreux romans et essais,
dont certains comme La Grammaire est une chanson douce consacrée à son amour pour la langue française, et d'autres comme L'Exposition coloniale ou Madame Ba, qui révèle son autre passion, les voyages, qui n'ont cessé de nourrir ses romans. Avec son dernier livre, L'Entreprise des Indes, il nous fait voyager dans le temps et dans l'espace sur les traces de Christophe Colomb. Éric Orsena, bonjour. Bonjour. Nous sommes là à la librairie Dialogue car vous venez de publier un dernier ouvrage, L'Entreprise des Indes, au titre assez évocateur et bien choisi semble-t-il. Pourquoi ce titre ? Ce titre, c'est celui que Christophe Colomb avait choisi pour son voyage, puisque son idée, c'était d'inventer, de trouver une nouvelle route vers l'ouest pour atteindre les Indes, parce que les routes terrestres, par l'est, étaient de plus en plus dangereuses. Donc les Indes et l'entreprise, parce que c'était une véritable entreprise de réunir les fonds nécessaires, de réunir les marins pour monter cette expédition, évidemment très aventureuse, puisqu'on ne savait pas ce qu'il y avait au bout de l'ouest. Vous avez choisi de donner la parole au frère de Christophe Colomb, Bartholomé. Pourquoi avoir choisi ce regard peut-être un peu plus extérieur du voyage ? Eh bien, c'est justement pour ça. C'est que Christophe Colomb, au fond, il est très connu à partir de 1492. C'est-à-dire à partir du moment où il part d'Espagne, on sait tout de lui. Mais avant, il s'est passé plein de choses. Et avant, il a préparé le voyage. Et j'ai eu cette idée de livre quand j'ai appris, en lisant, que Christophe Colomb avait fait naufrage en août 1476 au large du Portugal et avait trouvé refuge chez qui ? Chez son frère Bartholomé, qui a bien existé, et tout à fait existé. Et donc, lequel frère, qui avait 22 ans à l'époque, alors que Christophe en avait 25, était cartographe. Donc, il était cartographe à Lisbonne, laquelle Lisbonne, à l'époque, était une sorte de Silicon Valley de la découverte, c'est-à-dire tous ceux qui étaient compétents en matière de découverte, les cartographes, les marins, les constructeurs de bateaux, ceux qui savaient lire dans les étoiles, etc., etc., tout cela était réuni pour apporter leur concours à la grande opération de navigation et de découverte qui avait été lancée par Henri le Navigateur dans les années 1430-1440. Alors aujourd'hui est une journée importante pour la ville de Brest. C'est le retour du porte-hélicoptère La Jeanne d'Arc. Qu'est-ce que cela représente pour vous ? Alors, la Jeanne d'Arc représente beaucoup parce que je suivais ses voyages et d'une certaine manière, comme tous les bateaux, j'avais l'impression qu'il naviguait pour moi, parce que je ne peux pas naviguer autant que je le voudrais. Donc c'était d'une certaine manière les ambassadeurs. Et puis j'imaginais que tous ces jeunes étudiants qui apprenaient le monde en allant sur ce bateau-école, on imagine ce que c'était comme émerveillement. Par exemple, après le bac, on offrirait à tous les petits Français, toutes les petites Françaises, une croisière autour du monde. Je pense que ça leur ferait du bien et que ça ferait du bien aussi à la nation. Parce que le monde de demain doit être leur terrain de jeu et qu'ils ne doivent pas s'enfermer dans leur petite ville. La période où on avait la même vie toute sa vie, c'est fini. Donc c'est angoissant, mais en même temps exaltant. Finalement, Éric Orsena, est-ce que vous auriez pu être Christophe Colomb ? J'aurais adoré être Christophe Colomb parce qu'il y a quand même... D'abord, dans Christophe Colomb, il y a quelqu'un qui prépare. C'est pas une lubie. C'est pas quelqu'un qui s'en va comme ça en disant « Tiens, aujourd'hui, si j'allais vers l'ouest ». C'est quelqu'un qui lit énormément. J'aurais adoré être Christophe Colomb parce que tout le monde dit que c'était un des meilleurs marins de cette époque. Il a navigué partout, il connaissait les courants, il connaissait les vents. Et il avait un savoir de la mer immense. Ça me rappelle le général Giap qui a été, vous savez, le patron des armées vietnamiennes. Et je l'ai rencontré et il m'a dit « Nous, Vietnamiens, il faut bien qu'on se rende compte qu'on était très bons dans la guerre et peut-être un peu moins bons dans la paix. » Eh bien, Christophe Colomb, il était très très bon en mer, sur terre, moyen. Terminons maintenant cette émission avec un grand voyageur, Jean-Luc Coitalem. Ce fils d'officier d'origine bretonne a eu au gré des affectations familiales une enfance polynésienne et une adolescence malgache qui lui ont donné le goût de l'ailleurs. Aujourd'hui reporter pour de grands magazines de voyage comme Géo ou Grand Reportage, il continue de sillonner le monde et de ses périples naissent de nombreux écrits comme La Consolation des voyages, une ode à la géographie et à l'errance, paru en 2006. Il nous parle aujourd'hui de son nouveau livre, Le Dernier Roi d'Angkor, où l'auteur plonge au plus profond de lui-même.
Jean-Luc Coatalem, nous sommes donc ici au Jardin des Explorateurs. Donc dans ce lieu, j'ai envie de vous demander, le dernier roi d'Angkor, qui est donc le héros de votre dernier roman, est-ce qu'il aurait pu être l'un de ces explorateurs ? Non, je ne pense pas, parce que le dernier roi d'Angkor est une sorte de surnom qui est donné à un enfant qui surgit dans une famille française dans les années 60, à la fin des années 60. Et cet orphelin, parce qu'il est orphelin, est un enfant évidemment perdu, secret, qui garde son mystère, dont on ne sait pas exactement le nom. Et comme il vient d'Angkor, les autres enfants dont le narrateur fait partie le surnomment secrètement le dernier roi d'Angkor. C'est aussi le maître des jeux de cette enfance, parce que vous écrivez derrière son regard secret, il y avait des précipices, il y avait des pointes. Oui, c'est-à-dire que c'est un enfant qui échappe à beaucoup de choses. Il échappe à un destin familial puisqu'il n'a plus de famille. Il échappe à un destin historique parce qu'il est sorti de son pays, du Cambodge, pour être en France. Et donc, il se prête à tous les jeux, c'est-à-dire à toutes les fictions, c'est-à-dire à tous les possibles. Il nous fascinait pour différentes raisons. Il nous fascinait parce qu'il était asiatique et que nous étions européens. Il nous fascinait parce qu'il était orphelin. Et puis, nous n'avions pas cette chance ou cette malchance d'être orphelin, parce que pour nous, orphelin, ça paraissait être quelque chose finalement d'assez formidable. C'est-à-dire qu'il échappait au réel et en même temps, il pouvait incarner tous les réels possibles. Et comme il nous racontait des histoires, nous étions tour à tour les personnages de cette histoire. Alors c'est un moyen pour vous d'évoquer une enfance dans les années 1960, c'est un peu la vôtre. Oui, parce que j'ai eu dans ma famille des gens notamment des Brestois, plus particulièrement mon grand-père et paternel et mon oncle, des gens qui ont été attirés par l'Asie. Mon grand-père est parti dans les années 27-28, il est parti de Brest d'ailleurs, et j'avais l'impression naïvement que ces gens-là avaient ce que Rimbaud appelle une vie libre, errante, gratuite, même si on sait bien qu'elle est souvent entravée, coûteuse et sédentaire. Mais il me semblait qu'ils incarnaient à partir de Brest cet appétit d'ailleurs, cet appétit du monde. Mais il lui fallait en quelque sorte aller confronter la réalité au rêve pour pouvoir continuer. Oui, et puis il voit, mais ça c'est une de mes marottes personnelles, finalement que la géographie n'est que sa propre projection, c'est-à-dire qu'on met dans la géographie ses propres histoires, sa propre quête, sa propre sensibilité. Et allant à son tour au royaume d'Angkor, il va dans les vestiges de son rêve à lui, évidemment, et dans ce rêve de Bouk aussi, parce que je crois que Bouk surimaginait ce Cambodge dont il avait été privé. Oui, pour lui, ce rêve d'enfance, c'était ça, c'était un royaume mystérieux, de plus en plus abîmé par le temps, de plus en plus rongé par les intempéries de sa vie, et c'est en acceptant ça que finalement il va retrouver ce personnage qui au demeurant garde son mystère, mais est un homme comme un autre. Ainsi s'achève notre numéro spécial voyage. Je vous souhaite un très bel été, de très bonnes vacances. On se retrouve en septembre. Et moi, d'ici là, je pars à la plage, j'ai du boulot.